Tout de suite, le JT. Merci de nous suivre sur la chaîne citoyenne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À l'entame de cette édition, les ambassadeurs d'Égypte et des Émirats arabes unis ont été reçus hier en audience par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Ali Ahmad Akbash. Cette rencontre témoigne leur volonté respective de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité. On fait le point avec Fulbert Oumana. Entouré de ses plus proches collaborateurs, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ali Ahmad Akbash, a salué l'excellence des relations bilatérales et réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer la coopération dans des domaines stratégiques tels que la sécurité intérieure, la formation spécialisée et le partage d'expertise technique. La première audience a été accordée à son excellence Tarek Mohamed El Saïd Youssef, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte. Les deux parties ont mis en lumière leur volonté d'intensifier les échanges dans le domaine sécuritaire. Forte d'une longue tradition d'accueil d'étudiants tchadiens dans ses institutions académiques, l'Égypte ambitionne désormais d'ouvrir cette coopération à des formations spécialisées en sécurité et gestion des conflits. Les discussions ont également porté sur la création de mécanismes de partage des données techniques sécurisées, sur le lancement des programmes de spécialisation destinés à renforcer les capacités des forces de sécurité intérieure tchadiennes, notamment dans la prévention des tensions communautaires et la gestion des crises. Dans la foulée, le général Ali Ahmad Akbash a reçu son excellence Rachid Saïd Al-Samshi, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire des Émirats arabes unis. L'entretien a permis d'avancer sur la finalisation d'un protocole d'accord sécuritaire dont la signature pourrait intervenir prochainement en N'Djamena ou à Abu Dhabi. Le ministre a insisté sur l'importance d'un renforcement ciblé des capacités techniques et opérationnelles, réaffirmant la disponibilité du Tchad à travailler étroitement avec les Émirats dans le cadre d'une coopération pragmatique et efficace. Ces rencontres ouvrent la voie à des partenariats renforcés avec deux acteurs clés du monde arabe. L'objectif affiché est clair: doter le Tchad des moyens humains, techniques et institutionnels à la hauteur des défis sécuritaires actuels, tout en s'inscrivant dans une logique de stabilité durable au bénéfice de l'ensemble de la région. Fulbert Oumanang, merci. 6 ans de combat avec les transformateurs, le docteur Sitak Yombatina Beni a annoncé sa démission du parti sur sa page Facebook. Dans un point de presse ce matin, l'ancien vice-président du parti Les Transformateurs, le docteur Sitak Yombatina Beni, a affirmé qu'il est temps de se consacrer pleinement à ses activités professionnelles. Suivez un extrait de ses propos sélectionnés et proposés par Diana Nepitimba. Je suis convaincu que la suite dépend en premier lieu du Dieu de la justice, du président de la République, qui est garant de l'unité et garant du corps social, dont tu fais partie. Et je reste convaincu, et je sais qu'une solution sera trouvée. Qu'elle soit politique ou n'importe laquelle, elle sera trouvée parce qu'elle dépend aussi des combats et des luttes multiformes qui doivent continuer à s'intensifier. Après 6 années de lutte, de combat pour l'instauration, l'édification, la consolidation d'une société éprise de paix, de justice, d'égalité, de dignité, avec les transformateurs, une première dans un parti politique, après une très longue vie associative et syndicale. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1992-2019, ça fait 27 ans. J'ai décidé finalement de me consacrer entièrement et avec les dernières énergies qui me restent à mes activités professionnelles et universitaires. Le comité des chefs de police de l'Afrique centrale a organisé mercredi dernier une formation spécialisée sur la lutte contre la cybercriminalité. Une formation axée sur l'analyse des enquêtes judiciaires destinée donc aux agents de la police judiciaire. Elle a mobilisé les experts, les encadreurs et les responsables institutionnels de la zone CEMAC. On en sait plus avec Fulbert Oumana.
En politique, chaque geste est porteur de symboles. Quitter un parti, c'est envoyer un message, parfois d'insatisfaction, parfois de rupture idéologique et souvent de repositionnement stratégique. Mais pourquoi ce choix de donner un écho retentissant à la sortie et si peu à l'entrée? Certains analystes y voient une stratégie de communication millimétrée. La démission présentée devant les médias crée un effet de rupture, attire l'attention et place l'auteur au centre de l'actualité. En revanche, l'annonce d'une adhésion jugée plus consensuelle suscite moins de controverses et donc moins de retombées médiatiques. D'autres observateurs avancent que cette tendance traduit un déficit de culture politique où l'engagement se vit davantage comme un mouvement personnel que comme un projet collectif. Quitter, c'est affirmer son indépendance. Adhérer, c'est accepter de s'inscrire dans un cadre et une discipline, démarche moins spectaculaire dans une époque marquée par l'instantanéité médiatique. Des politologues estiment que cette dynamique entretient une perception instable de la scène politique où les loyautés semblent fragiles et les convictions sujettes à fluctuation. Des militants, eux, rejettent que le changement d'allégance se fasse parfois au détriment de la cohérence idéologique, donnant l'impression que l'engagement est régi par des calculs de positionnement plutôt que par une vision à long terme. La question demeure, faut-il repenser la manière dont sont valorisées les étapes de la vie politique? L'adhésion, moment fondateur d'un engagement, ne devrait-elle pas être autant célébrée que la démission? Car, en fin de compte, c'est bien l'équilibre entre le départ et l'arrivée qui garantit la crédibilité et la vitalité de l'action politique. Voilà, c'est un élément de Fulbert Oumanang sur la démission du vice-président du parti Les Transformateurs. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, le continent africain offre l'image d'un continent ravagé par des conflits fratricides que l'on a vite fait de qualifier d'ethniques, qu'il s'agit de l'Afrique noire ou blanche. La souffrance est tout autre chose. Depuis des guerres ethnocentriques en passant par la colonisation, la réconciliation saupoudrée par la dévaluation du franc CFA plonge davantage l'Afrique dans un gouffre sans fond. Voici le commentaire de Emmanuel Madidim. Indépendance, tcha-tcha, aux ouvriers, au Kikwaza, tcha-tcha, tout va guider, au Cameroun, tcha-tcha, va gagner, au Kikwaza, tcha-tcha, aux ouvriers. Dans les années 50 et à la fin des années 60, la plupart des pays d'Afrique marchent vers l'indépendance. Tout a commencé par les deux guerres qui ont secoué le monde. Cette situation amène les Occidentaux à se positionner, d'où la conquête de l'Afrique. Alors, c'est la descente aux enfers de l'Afrique qui est mal partie, car la misère rime avec l'existence et la terreur devient le lot quotidien du peuple noir. Avant les indépendances, le continent était dominé par la force des armes et ce, par la complicité et la trahison de ses propres enfants. D'abord, c'était les explorations. Ensuite, ce fut la colonisation. Puis est venue la décolonisation. Maintenant, c'est le néocolonialisme sans présence des gouverneurs, mais par l'omniprésence des bases militaires, avançant comme argument que c'est pour soi-disant sécuriser l'Afrique. Comme si cela ne suffisait pas, la dévaluation du franc CFA vient enfoncer le clou. En réalité, ce qui attire, c'est le sous-sol nègre et non le nègre lui-même. Le nouveau patron s'érige en maître absolu et a le contrôle sur l'économie. C'est lui qui détermine les prix des ressources et du sous-sol africain. Entre-temps, l'Afrique ploie sous le joug de la misère. C'est donc la chronique des années de braise. L'ère des indépendances s'affirme comme le temps de la passation de services où le nouveau promu règne en chef de parti prétendant être défenseur des valeurs démocratiques. Enfin, le soleil de l'indépendance démocratique brille sur le continent africain. Et pourtant, c'est une parodie de démocratie. Alors, le nouveau patron africain se passe pour un maître incontesté de ses compatriotes africains et demeure président à vie. Et si jamais la loi de la nature arrive à le faucher, il concocte un testament démocratique pour placer un de ses rejetons à la mangeoire. René Dumont n'a pas tort lorsqu'il dit que l'Afrique noire est mal partie. De tout ce qui précède, la question que l'on est en droit de se poser est la suivante. À quand la prise de conscience des Africains? Et si le peuple opprimé se levait comme un seul homme pour libérer ce continent du néocolonialisme et son corollaire?
car l'horizon brille l'aurore d'un jour nouveau où l'Afrique criera de toutes ses forces pour dire « à bas la tyrannie » et que vive l'âme noire dans sa dignité. C'est à cela que le continent africain volera de ses propres ailes. Vive l'Afrique. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakili. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oti kwanza, cha-cha, tozumiye. La suite de l'actualité à présent, mesdames et messieurs, le nouveau délégué de la police du Mayo-Kébi-Ouest a été officiellement installé le mercredi dernier. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires. Pour plus de précisions, suivez notre correspondant Dieudonné Barnabas depuis Pala. C'est dans une cérémonie solennelle que le commissaire principal Adam Zaga a officiellement pris fonction ce jour en tant que nouveau délégué de la police du Mayo-Kébi-Ouest. Une passation de service présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Kata, est marquée par la présence des chefs de service du concentré de l'État ainsi que des autorités militaires. Abdelmanan Kata a tenu à souligner l'importance de cette mission. Votre nomination intervient à un moment crucial pour notre vie. Les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés sont nombreux et complexes. Nous devons faire face à la criminalité, à la délinquance, mais aussi à des problèmes de sécurité routière, des troubles à l'ordre public et bien d'autres encore. Le commissaire Zaga a répondu à ces attentes avec fermeté. L'accomplissement de cette mission n'est pas une tâche facile. Elle exige du professionnalisme et de l'expérience. C'est pourquoi je demande la collaboration de tous et le respect de la hiérarchie pour relever les défis afin de garantir la paix et la sécurité des citoyens. Excellence, Monsieur le délégué général, nous serons toujours à l'écoute de vos conseils et orientations pour aboutir aux résultats escomptés. Une prise de fonction qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la sécurité dans le Mayo-Kébi-Ouest avec l'espoir d'une paix durable pour les populations. Dieudonné Barnabas, et depuis Pala. À présent, la responsabilité sociale devient un fardeau insoutenable chez certains parents. Ces derniers s'éclipsent, laissant derrière eux une famille face à l'incertitude. Un phénomène loin d'être marginal soulève des interrogations profondes sur les fragilités humaines et les pressions socioculturelles qui façonnent de telles décisions. Mouliang Evelyne nous en parle. Pour un adolescent ou un jeune adulte, l'annonce soudaine d'une grossesse peut s'apparenter à un séisme intérieur. Encore en quête de repères, tâtonnant dans la construction de son avenir, il se retrouve brutalement confronté à la paternité. Ces bouleversements transforment la perspective d'un moi centré sur ses propres ambitions en un nous où se mêlent devoirs, sacrifices et engagements. La peur se fait alors multiple. Crainte de ne pas être à la hauteur, inquiétude quant aux moyens financiers, appréhension face à une transformation radicale du mode de vie. À cela s'ajoute un poids plus subtil, mais tout aussi décisif, celui des attentes sociales et familiales, souvent lourdes et inflexibles. Dans certains contextes, la pression de l'entourage ou les préjugés liés à une paternité précoce peuvent précipiter la fuite. L'immaturité, quant à elle, ne se mesure pas uniquement à l'âge. Un garçon de 18 ou 20 ans peut manquer de maturité émotionnelle pour affronter une telle réalité. Le déficit de modèles paternels solides dans l'enfance aggrave cette fragilité. Comment adopter un rôle que l'on n'a jamais vu incarné? Dans certains cas, l'isolement social accentue le malaise, moquerie, exclusion du cercle amical, perte de statut, autant de coups portés à une identité déjà vacillante. Cependant, comme le soulignent certains observateurs, il serait simpliste de réduire ces jeunes hommes à des figures irresponsables
responsables à blâmer. Comprendre les ressorts psychologiques et sociaux de leur départ est un préalable à toute solution durable. La réponse se trouve autant dans l'éducation sexuelle que dans l'éducation à la responsabilité émotionnelle. Car au-dessus des peurs et des contraintes, la paternité est un rôle noble et enrichissant. Elle exige du courage, certes, mais elle n'est ni insurmontable, ni synonyme de renoncement à soi. Redonner aux jeunes hommes confiance en leur capacité à assumer cette mission, c'est non seulement préserver des familles, mais aussi renforcer le tissu social tout entier. Toujours en société, à présent, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires CECORDA a récemment publié le résultat d'une enquête portant sur la qualité sanitaire des aliments. Dans la capitale, les aliments comme le pain, la viande grillée et l'huile végétale, ces produits de grande consommation ne respectent pas les normes hygiène sanitaire. Sur 17 boulangeries inspectées, une seule correspond aux critères. Or, le non-respect de ces règles peut nuire à la santé des consommateurs. Suivez à ce sujet le reportage de la rédaction. Vendu à 125 francs dans la plupart des points de vente de la capitale, le pain est un aliment très prisé chez la population tchadienne. En effet, le processus de production et la vente de cet aliment se fait dans des conditions d'hygiène exécrables. La santé et l'hygiène alimentaire sont une priorité pour la population. C'est dans cette optique que le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires CECORDA a publié le résultat d'une enquête portant sur la qualité sanitaire du pain et d'autres denrées, notamment la viande dans les points de grillade et l'huile végétale appelée andouria. Selon le nutritionniste et technologue alimentaire, plusieurs mesures ne sont pas respectées. Il faut parler de la qualité de la production, donc c'est pas seulement au niveau des transformations dans les usines, donc c'est toute une chaîne, juste du côté de la transformation dans les usines, dans les entreprises. Ça, je crois que chaque citoyen connaît quand même ces failles-là qui existent dans les industries ou bien les entreprises de transformation agroalimentaire, surtout en ce qui concerne le respect des normes d'hygiène. Depuis les grossistes jusqu'aux distributeurs, ça arrive chez le boutiquier. Et sur toute cette chaîne, il y a des voies de contamination qui existent. Ça veut dire que si on vient par exemple pour échantillonner chez le boutiquier du quartier, on va se rendre compte qu'il y a encore plus de germes que l'échantillon qui a été prélevé au niveau des boulangeries. De la production à la vente en passant par les matières premières, le processus de production ne répond à aucune norme sanitaire, mettant ainsi la vie des consommateurs en danger. Le non-respect des règles d'hygiène dans la chaîne de production révèle la présence des microbiologies pathogènes nuisibles à la santé. Les non-satisfactions qui ont été soulignées par CECORDA sont issus des échantillons qui ont été prélevés directement dans les boulangeries. Déjà, si les pains ne sont pas bien conservés, ne sont pas bien stockés, ça veut dire que c'est à l'abri de toute contamination par les micro-organismes, que ce soit les bactéries, que ce soit les moisissures, que ce soit les champignons. Et maintenant, lorsque nous les mangeons, nous sommes exposés à des troubles, comme je l'avais dit tantôt. Il y a des trucs qui se manifestent. Parce que les micro-organismes, ils entraînent des perturbations qui peuvent entraîner des vomissements, des diarrhées ou encore des maux de ventre dont on souffre souvent, mais on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. La sécurité alimentaire de la population est une priorité que nul ne doit négliger. C'est la responsabilité des entreprises agroalimentaires et les vendeurs de respecter les normes en vigueur. Le CECORDA ne doit pas se limiter aux analyses pour constater les irrégularités, mais devrait prendre des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle afin d'éviter les contaminations. À la veille de la solennité de l'Assomption ce matin, l'Union internationale des supérieurs générales lance un appel pressant à tous les fidèles catholiques de s'unir dans la prière et le jeûne pour implorer la paix dans le monde. Cette journée appelle à la prière, à méditer sur la dignité humaine et à apporter nos soutiens à la souffrance des peuples de Gaza au Soudan en passant par la République démocratique du Congo et à l'Ukraine. On fait le point avec Larissia Ngakutu.
Dans un monde meurtri par la guerre et l'inimité, il n'est plus permis de rester spectateur silencieux. Chaque jour, les visages de la douleur se multiplient. Vies brisées, maisons éventrées, communautés dispersées. De Gaza au Soudan, d'Haïti à l'Ukraine, de la République démocratique du Congo à la Syrie et jusqu'en Birmanie, les femmes et les enfants payent le prix le plus lourd. Face à cette détresse universelle, les religieuses de l'Union internationale des supérieures générales ont institué une journée mondiale de la prière et de jeûne, invitant les catholiques à renouer avec l'esprit de communion et la co-responsabilité évangélique. L'objectif est de transformer l'expérience en action et faire de la paix non plus un vœu pieux, mais une construction commune. Pour marquer cette journée, une prière d'intercession à la Vierge Marie a été rédigée et 3 gestes concrets ont été proposés tels que prier et méditer la parole de Dieu en communauté, exhorter les autorités civiles et ecclésiastiques à s'engager résolument pour la paix et la dignité humaine et agir concrètement à travers des réseaux d'accueil et d'aide humanitaire. Au Tchad, où persistent les tensions intercommunautaires et ethniques, la méfiance et les blessures de la guerre, cet appel résonne avec une urgence particulière. Car, le dit-on, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Et puis pour le portrait à 16 ans déjà, il porte la passion pour le sport. Dirassem Christopher est un jeune basketteur ou promoteur du quartier Amtoukoui. Dans le 7e arrondissement de la capitale, Mbaïndiksem Sadok nous dresse le portrait de ce jeune prodige. Né le 7 juillet 2009 à Abidjan, Côte d'Ivoire, Dirassem Christopher découvre très tôt le basketball grâce à l'influence de son oncle maternel. Très vite, l'enfant curieux s'est transformé en un athlète passionné, capable de manier le ballon avec aisance et de lire le jeu avec une maturité étonnante pour son âge. Le basketball au Tchad avance lentement, mais il est porteur d'un immense potentiel. Confie-t-il, selon lui, ce sport regorge de talents bruts, mais souffre d'un manque de vision, d'organisation et de moyens. Bon, je me suis lancé dans le basketball grâce à mon oncle maternel. Il s'appelle Jim. Il était venu chez nous un soir et entre-temps j'avais 6 ans. Il m'avait demandé de l'accompagner au terrain de basket ici à Mtoukoui. Et on est parti et on a suivi les entraînements et à la fin je suis allé trouver le coach parce que je pense j'ai aimé. En fait, suivant les entraînements, je me suis dit non, je devrais me lancer dans le basket et je suis allé le trouver, s'entraîner avec eux et commencer les entraînements et on a commencé, c'est bon, je me suis lancé dans le basket. Avec conviction, Christopher lance un appel aux autorités, en particulier au ministère de la Jeunesse et des Sports, pour la réhabilitation des infrastructures et le soutien aux jeunes sportifs. Si nous sommes accompagnés, nous pouvons briller sur la scène internationale, affirme-t-il avec un regard déterminé. Mon regard sur le sport tchadien en général est que le sport tchadien ici est riche en potentiel humain, mais il souffre d'un manque de vision, d'organisation et de moyens. Si nous avons des investissements durables et une bonne volonté politique claire, le sport tchadien en général pourrait faire émerger des talents capables de briller dans différentes régions sur les pays et au monde entier. Ses parents Dirassem Nekia et Dandé Colette témoignent avec fierté de son engagement et de ses progrès constants. Ses amis basketteurs, eux, s'alliant un coéquipier respectueux et un joueur talentueux qui force l'admiration. Chris, c'est quelqu'un qui fait tout avec son cœur. Il ne sait pas faire les choses à moitié. Donc dès la première fois que son oncle l'a amené là, il a pris goût au basket et c'est comme ça que son amour pour le basket a commencé. Moi, personnellement, en tant que sa maman, je ne croyais pas. Celui qui a vraiment aidé Christopher, supporté Christopher au début, c'était son père. Je me souviens même qu'avec son papa, je me plaignais. Je dis non, ne fais pas ça, laisse l'enfant aller à l'école et tout ça. Tous les matins, quand je me lève, Chris est déjà au terrain. Je gueulais avec papa, avec Christopher. Jusqu'à ce qu'un jour, en 2023, je pense, son coach est passé nous voir pour dire qu'il a été sélectionné pour aller à un tournoi U16. Donc quand j'ai entendu qu'il devait aller à U16 en Tunisie, je pense, j'ai dit, donc l'histoire là, c'est vrai, ça peut donner quelque chose. Le lendemain matin, c'est moi qui l'ai venu. Je lui ai dit, lève-toi, va au terrain, va t'entraîner. Quand il est venu me voir pour dire que papa, je vais aller m'inscrire dans l'académie de basket, et Christophe a aimé ça, et il est venu me dire, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller t'inscrire? Il me dit non, il y a les fiches à remplir, et puis on s'inscrit avec 2000 francs. Je dis, on n'a pas de problème. Je suis allé voir le coach et je l'ai inscrit. Mon inquiétude, c'était qu'il était trop petit, et je me demandais qui va l'accompagner au terrain.
Un jour, son coach m'a interpellé pour dire, mais écoute, ton fils là, il fait des gros efforts au basket. Si tu as le temps, passe quand même derrière nous pour le voir. Donc un vendredi, quand j'ai fini tout, je me suis arrêté et je l'ai vu. Il a dit, bon, ils vont faire un petit match et je vais l'observer. Donc ils ont fait un match et puis il a commencé à jouer, il a commencé à dribbler ses amis. Et puis j'ai dit, ah bon, il fait une bonne progression. À partir de ce temps-là, j'ai commencé à venir souvent derrière eux pour les voir, les soutenir. Parfois, j'amène une palette d'eau pour leur donner. Pour lui, c'était comme un jeu. Il ne pensait pas que c'est quelque chose qui allait un jour devenir, il allait devenir un grand joueur avec ça. Mais il le faisait de tout cœur. Et je l'encourageais beaucoup dedans. Au-delà du terrain, Christopher est un adolescent comme les autres amateurs de balades, de voyages, de musique et de lecture. Fils de ses racines, il garde un goût prononcé pour le gombo accompagné de la boule en bon tchadien. C'est un jeune qui joue très bien au basketball. Il joue vraiment du bon basket et nous sommes fiers de lui. Nous sommes ses amis, ses grands frères. Nous lui souhaitons vraiment que du bon. Bon, Christopher, c'est un bon meneur, c'est un bon ami, c'est un frère. Grâce à lui, il nous a beaucoup aidé. On a joué, on a assuré. Et grâce à lui, on est qualifié en finale cette année. Bon, c'est un petit plein de talent. Il a l'avenir devant lui. À travers son parcours, Ndiara Saint-Christopher incarne la jeunesse tchadienne, talentueuse, courageuse et passionnée. Une jeunesse avec qui un soutien adéquat pourrait s'inscrire le nom du Tchad dans le grand livre du basket mondial. La page sport pour terminer cette édition. La Fédération tchadienne de football association a présenté le nouveau sélectionneur national des SAO, Raoul Safoye. Il s'agit de lui. C'était ce matin dans la salle bleue de l'ONAMA, un événement qui marque une étape décisive dans la préparation de l'équipe nationale, les SAO, avec l'ambition de ICO, le football tchadien. Baïdixem Sadok nous en dit un peu plus. La conférence de presse s'est ouverte sur la présentation du parcours professionnel de Raoul Sauvé, figure bien connue du football africain, ayant notamment dirigé le mythique Tonnerre Club de Yaoundé et affronté la JS d'Algérie en compétition continentale. Fort de cette expérience, le technicien a parachevé un contrat de 2 ans s'étendant de 2025 à 2027. C'est là ainsi son engagement avec les SAO. Dans son allocution, le président de la fédération, Taïbouli Hassan, a salué le travail du comité ayant œuvré à cette nomination et souligne l'importance de ce choix stratégique pour l'avenir du football tchadien. Le cabinet a produit son rapport. Nous avons réceptionné officiellement les rapports du cabinet et nous avons aussi transmis au ministère de la Jeunesse et des Sports avec les rapports globaux avec 4 présélectionnés qui ont été arrêtés par le cabinet. Et parmi les 4 présélectionnés, M. Raoul Savoie qui est à ma gauche, il arrive en tête, il est le premier sur la liste, les 4 présélectionnés. Donc, M. Raoul Savoie, nous avons fait une décision après avis du ministère de la Jeunesse et des Sports pour les désigner comme sélectionneur de l'équipe nationale le 1er août 2025. Prenant la parole à son tour, Raoul Sauvé a exprimé sa détermination à relever les défis qui l'attendent aux côtés de ses joueurs et son staff technique. Nous avons une mission importante. Je sais qu'il y a énormément de déçus, que l'équipe nationale a donné plutôt des mal de tête à tout le monde ces dernières années. Donc nous sommes au devant d'une très haute montagne qu'il va falloir gravir tous ensemble. Et c'est le genre de challenge qui, moi, me plaît beaucoup. Avec mon staff, avec les membres de la fédération, on va faire le nécessaire pour gravir cette montagne. Et une fois arrivé en haut, on pourra profiter tous ensemble de la vue et du travail qui aura été accompli. Les échanges avec les journalistes ont permis d'aborder l'état actuel de l'équipe nationale, les priorités immédiates du sélectionneur et les perspectives de développement du football au Tchad. Raoul Sauvé a mis l'accent sur l'importance de la discipline, de l'engagement et de la formation continue. Plusieurs fois dans cette conférence, je suis un bâtisseur, j'aime bien les challenges. Et je crois que dans le foot africain actuellement, il y a un endroit où il faut être, parce qu'il y a un immense potentiel, il y a ce stade qui vient d'être construit, il y a justement un projet à mettre en place avec une nouvelle direction, une nouvelle fédération. Donc il y a tous les ingrédients pour justement pouvoir mettre une patte et travailler au quotidien pour construire une
une nouvelle équipe, une fierté. Le président de la Fédération tchadienne de football association a réaffirmé son engagement pour l'encadrement des jeunes talents, l'organisation régulière des compétitions nationales et la mobilisation de moyens matériels et financiers pour faire progresser durablement le football tchadien. Sport toujours, Bangui le 12 août 2025 pour leur première participation au championnat d'Afrique des Nations. Les Vovos de Bazou Bangui ont affronté le mercredi dernier à Madagascar dans le cadre de leur troisième match de phase de groupe après 2 défaites consécutives 2-4 contre le Burkina Faso et 0-1 face à la Mauritanie. La Centrafrique est dos au mur. Suivez le commentaire de Nodi Madi Josiane avec le récit de Chanel Tayo. L'encan liste des Fauves a été marqué par des rêves qui ont mis en lumière les défis auxquels l'équipe était confrontée. La défaite initiale contre le Burkina Faso a été suivie d'une courte défaite contre la Mauritanie, réduisant les chances de qualification pour les quarts de finale. Face à Madagascar, également en quête de sa première victoire, les Fauves ont l'opportunité de terminer leur campagne sur une note positive. Une victoire permettrait non seulement de restaurer la confiance, mais aussi de poser les bases pour les futures compétitions. Malgré les résultats décevants, la Centrafrique a déjà accompli un exploit en se qualifiant pour la phase finale du CHAN pour la première fois de son histoire en éliminant le Cameroun lors des qualifications. Cette performance marque une étape importante dans le développement du football centrafricain. Indépendamment du résultat contre Madagascar, cette première participation offre une expérience précieuse aux joueurs et au staff technique. Elle met en lumière les domaines nécessitant des améliorations et renforce la détermination à progresser sur la scène continentale. Le match contre Madagascar représente plus qu'une simple occasion de démontrer la résilience et l'engagement des Fauves de Bazou Bangui, quelles que soient les circonstances de cette expérience au CHAN 2025, quelles que soient les circonstances. Cette expérience au CHAN 2025 restera un jalon significatif dans l'histoire du football centrafricain. Et c'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain avec le même plaisir.